Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collègues, s'il y a des confrères et collègues dans la salle. Tout d'abord, je me présente. Je suis Axel Kahn, médecin de son état, un peu généticien quand même, et maintenant j'ai changé de métier. Je suis président de l'université Paris-Descartes, et cet hôpital, pour son activité hospitalo-universitaire, dépend de l'université Paris-Descartes. Par conséquent, c'est à ce titre que l'on m'a demandé, avec le directeur de l'hôpital, François Crémieux, d'ouvrir, c'est bien François, hein, voilà, d'ouvrir ce cycle de conférences. Malheureusement, François Crémieux est retenu à Rennes. J'imagine qu'il doit être à l'école de Rennes, à l'école des études en santé publique. Et avec la froidure, que sais-je, il ne peut pas rentrer. Donc, il est tout à fait désolé. Je vais par conséquent ouvrir pour lui et pour moi. Je crois que la raison pour laquelle immédiatement, ayant un créneau, j'ai accepté d'ouvrir ce cycle de conférences, c'est que c'est bien évidemment une idée magnifique et il y a des rapprochements qui viennent à l'esprit de chacun. Le premier rapprochement, c'est l'art dans la cité. Nous sommes dans l'île de la Cité, mais l'île de la Cité est le centre de la Cité de Paris, et aussi bien l'île de la Cité que notre cité parisienne sont évidemment, c'est banal de le dire, des lieux d'art extraordinairement riches. Et d'ailleurs, dans l'île de la Cité, à côté de Notre-Dame, l'Hôtel-Dieu de Paris lui-même, monument historique, le premier hôpital à Paris, peut être considéré comme une œuvre d'art renfermant des œuvres d'art. La deuxième raison, c'est que la médecine s'intéresse à l'humain, et quand on s'intéresse aux conditions de l'émergence de l'humain, aux conditions qui ont été essentielles à l'émergence de l'humain, il est tout à fait évident que parmi les paramètres, parmi les critères qui amènent à caractériser l'évolution du mammifère humain vers son humanité, il y a la capacité de l'émotion esthétique. Nous n'avons aucune expérience de nature à démontrer que l'animal soit sensible en tant que tel à l'émotion esthétique. L'animal, la femelle des paons, est naturellement tout à fait sensible à la roue du paon. Mais pas parce qu'elle est belle en tant que telle, mais parce qu'elle va de pair avec un géniteur qui est considéré comme étant de qualité. Et la beauté attirante chez les animaux s'intègre dans toute une sémiologie sexuelle et ne correspond pas du tout, enfin pas du tout, je ne dirais pas cela. Ça peut correspondre parce que bien évidemment, il y a aussi une relation entre le plaisir artistique et le plaisir sexuel. Cela étant dit, la caractéristique de l'art est un plaisir qui, à un moment donné, n'a plus besoin de reposer sur cette racine-là. Je sais bien que Picasso a dit que l'art est sexué ou n'est pas. Il n'empêche que nous trouvons, et parmi les œuvres d'art qui vont être montrées, un visage, Rembrandt, son autoportrait alors qu'il vieillit, est largement aussi beau pour nous, d'après nos critères, que Rembrandt peignant son autoportrait jeune. Je cite Rembrandt parce que c'est l'un des peintres de la médecine et du corps, bien évidemment. La raison pour laquelle cette émotion esthétique a sans doute joué un rôle tout à fait fondamental, c'est qu'il a été totalement de pair avec l'émergence d'Homo symbolicus. Il n'y a pas, et on n'imagine pas, d'homme symbolique indépendamment d'une sensibilité à l'émotion esthétique. D'ailleurs, il y a un point qui est tout à fait fondamental quand on s'intéresse à l'émergence de l'humain, c'est le moment à partir duquel, et sans doute ça date de plus d'1 million d'années, le moment à partir duquel l'outil que perfectionne l'homme, très lentement mais qu'il perfectionne, a une beauté formelle, une beauté plastique, dont la justification n'est plus son utilisation. Et bien entendu, lorsque celui qui polit ensuite, et puis au début qui taille ses haches, fait un effort supplémentaire pour que non seulement la hache lui permette
de gratter la viande, de tuer un animal, mais en plus donne une impression de satisfaction formelle, on est amené à penser que l'homme est sensible à cette forme d'émotion esthétique. Autre élément fondamental, donc l'humain est l'objet de la médecine, bien entendu. L'humain, le corps malade. Un autre élément, c'est que dans l'histoire de la médecine, l'art est omniprésent. Alors, il est omniprésent pour toute une infinité de raisons. Une des raisons est celle que j'ai déjà dite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas de référence au sacré, sans référence à l'émotion esthétique. Si bien que la médecine, les hospices, la mort, en quelque sorte, dans un monde profondément spiritualiste, ne pouvaient pas ne pas faire appel à une symbolique ayant son expression sous la forme des œuvres d'art. Et je voyais tout à l'heure certaines des œuvres d'art que l'on trouve dans les hôpitaux, bien évidemment, leur connotation religieuse est extrêmement importante. Un autre élément, c'est que, sans doute, j'imagine, quand on va voir les vieux hospices, on pense à l'hospice de Beaune ou bien à l'hospice de Tonnerre, qui sont des endroits absolument superbes, parmi les plus beaux bâtiments réellement de France. On voit bien que, on imagine, parce qu'il n'y a pas vraiment d'écrit qui le dit, mais on imagine qu'il y a eu le souci de communier dans la fragilité de l'humanité à travers tout l'effort que l'on investissait, de telle sorte que ces endroits où l'on venait notamment pour mourir et pour revivre éternellement, d'après les croyances si fortes à l'époque, se devaient également d'être à la gloire de Dieu et d'être beaux. À l'hospice de Tonnerre, il y a un paysage qui a été, je crois, construit par Marguerite de Bourgogne. Il y a des écrits qui sont extraordinaires. Il y a notamment une charpente dont on connaît l'origine, et l'on voit que le bâtiment a été construit en 1200, quelque chose comme ça, fin du XIIe ou début du XIIIe, où l'on voit que les constructeurs se demandent quel type de poutre de chêne ils vont mettre. Et ils ont le choix entre les poutres de chêne qui ont 50 ans, qui ont 150 ans, et ils écrivent qu'ils hésitent à prendre des bois si jeunes parce que ils veulent opposer peut-être, je ne le sais, la permanence de cet édifice à la fragilité de la vie qui se manifeste si évidemment à travers les gens qui vont dans cet hospice et qui y meurent. Et donc, ils décident, et c'est beaucoup plus cher, ils décident de prendre des troncs qui ont été coupés un peu avant la période de Charlemagne et qui sont dans la saumure depuis plusieurs siècles, afin que ce bâtiment montre la permanence de la beauté et de la vie, donc soit très propice en réalité pour y accueillir les manifestations de cette fragilité que j'ai dite. Enfin, dernier élément, il y en a d'autres que je pense la conférencière va longuement présenter, un autre élément qui explique que les hôpitaux, la médecine, est extraordinairement riche en œuvres d'art, c'est que les malades sont extrêmement intéressés par leur cas et par conséquent sont très prêts à être des donateurs quand ils sont riches, soit des donateurs d'œuvres religieuses pour essayer de faire en sorte que le bon Dieu et les saints intercèdent en leur faveur, soit quand par hasard, et c'était dans le temps vraiment le hasard, quand par hasard ils ne meurent pas et qu'ils guérissent, pour remercier l'institution. Si vous veniez, peut-être vous viendrez un jour dans mon université, c'est un musée extraordinaire, extraordinaire. Dans mon bureau, à côté de moi, il y a un primitif flamand, 1468, une œuvre inouïe, absolument inouïe, de John Van Cleef. Il y a des Hyacinthe Rigaud, des Natier, des tapisseries de Gobelins partout. C'est un des beaux musées que l'on peut voir à Paris, réellement. Et ça nous appartient parce que les malades ont donné ces œuvres d'art
à leurs médecins qui l'ont légué à la faculté de médecine d'antan. Donc il y a vraiment un lien indissoluble entre l'homme, la cité, l'art, la vie et la mort, la guérison, la médecine. C'est ce dont va traiter ce cycle de conférences, qui est par conséquent très bienvenu et auquel je présente tous mes vœux.